Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs les diverses personnalités en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur l'administrateur du Collège de France, cher Thomas, le chef d'orchestre est un étrange soliste, un exécutant complexe formé de 120 exécutants. Monsieur le chef d'orchestre, vous êtes un monstre de la fable. Voilà ce qu'écrivait Paul Valéry dans un texte peu connu qu'il avait écrit sur Charles Lamoureux, le célèbre chef d'orchestre de la fin du 19e siècle. Et je pense qu'il est tout à fait propice pour ouvrir cette soirée. Pour ma part, je ne suis pas, vous l'aurez remarqué, Paul Valéry, mais William Marx, professeur titulaire de la chaire de littérature comparée et référent de ce cycle magnifique avec la Philharmonie de Paris, que nous accueillons donc au Collège de France, avec, vous avez vu, 6 soirées qui nous ont réunis, parlant des publics de la musique, de la composition, des mythes fondateurs de la musique, du discours littéraire en musique, des mises en scène de la musique. Et, eh bien, il fallait terminer par peut-être le sommet, la clé de voûte de la musique et de l'organisation, peut-être de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, à savoir l'orchestre et son chef. Et ce soir, nous aurons effectivement l'orchestre et son chef, c'est-à-dire Esa-Pekka Salonen, chef d'orchestre et compositeur, futur chef titulaire, je crois, de l'orchestre de Paris, Christian Thompson, directeur de l'orchestre de Paris, avec qui s'entretiendra Esa-Pekka Salonen. Et puis, à la fin de cette discussion, il y aura un concert par des musiciens de l'Orchestre de Paris. Mais je m'arrête ici et je vais céder la parole à notre invité de marque, à savoir Olivier Mantéi, directeur général de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, qui va en dire plus long. Et je présente aussi Chloé Cambrelin, qui sera l'animatrice, comme la magnifique animatrice de ces soirées, comme on l'a vu les dernières fois. À vous, Olivier. Merci, cher William. Merci, monsieur l'administrateur, cher Thomas. Merci à toute l'équipe du Collège de France. Alors, pour nous, c'est très important, bien sûr, cette série de rencontres, parce que ça dit ce qu'est aussi la Philharmonie, à savoir pas seulement une salle de concert. C'est, dans sa transversalité, un lieu d'activités très diverses, bien sûr, muséales, éducatives, avec un enjeu social très fort, un enjeu d'ancrage très fort aussi, et de renouvellement des publics, mais c'est un lieu de savoir de plus en plus. Et cette collaboration nous permet de le montrer, de le dire. Et merci beaucoup, merci aux équipes qui ont travaillé sur cette série. Merci à Chloé, à qui je vais passer la parole, qui l'a aussi initié et animé avec vous. Et alors vous disiez, on finit en beauté. Oui, bien sûr, on finit avec Esa-Pekka Salonen, qui n'est pas seulement un chef d'orchestre. Comme nous ne sommes pas seulement une salle de concert, Esa-Pekka est compositeur, mais aussi est un grand chef d'orchestre, un grand compositeur, mais réfléchit avec nous et a été attiré par la Philharmonie dans ce qu'elle a justement de transversal pour s'impliquer dans la recherche, dans la réflexion, dans les projets nouveaux, dans le numérique, dans tout ce que le futur nous réserve, et pour réfléchir aussi avec nous sur la forme du concert, sur ce qu'on peut inventer dans ce siècle autour de la musique. Et c'est pour lui que nous avons créé la chaire d'innovation et de création de la Philharmonie, la première chaire. Et donc nous sommes très heureux de l'avoir avec nous et de vous le présenter ce soir. Et un dernier mot rapide avant l'entretien qui donc ce soir sera bien mené par Christian Thompson, pour vous dire que donc l'entretien va durer 1 heure environ et qu'ensuite ça enchaînera directement avec donc un court concert d'une 30aine de minutes proposé par des musiciens de l'Orchestre de Paris, membres du Page Blanche Quartet. Un mot encore aussi pour remercier de nouveau les équipes du Collège de France, remercier toutes les personnes, les artistes, les professeurs qui ont participé à ce cycle en tant qu'invités, et remercier les personnes qui ont travaillé ici
et en particulier, je voulais citer Reynald Bellet et Francisco Valderrama. Merci beaucoup et bonne soirée. It feels wrong to be here and speaking English. Ça fait curieux d'être ici et de m'exprimer en anglais. Comme Olivier l'a expliqué, Elsa-Pekka Salonen est compositeur et chef d'orchestre, mais il a commencé comme corniste et on l'a qualifié de géant, de super-héros, de fauteur de troubles. Et le gros de la question sera de savoir pourquoi passer plus de temps à Paris, qu'est-ce que Paris vous apporte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui va advenir de l'Orchestre de Paris, de la Philharmonie? Eh bien, d'abord, je tiens à dire que je suis ravi d'être ici. Ici, au Collège de France, bien sûr, mais ici, à Paris. Paris a fait partie de mon parcours puisque j'ai été invité à diriger l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez il y a de cela de nombreuses années. Il m'a même proposé le poste de premier chef, mais à l'époque, j'avais déjà décidé de m'installer à Los Angeles et de travailler avec le Los Angeles Philharmonic. Donc, ça ne s'est pas fait. Quand même, la France a toujours fait partie de ma vie artistique. Et l'Orchestre de Paris, donc j'ai dirigé pour la première fois dans les années 80. Et puis maintenant, j'ai continué de le faire régulièrement depuis des dizaines d'années. Autant dire que c'est finalement la relation, disons, amoureuse la plus longue de toute l'histoire de la musique, si je puis dire. Elle aboutit au véritable mariage, pour ainsi dire, avec cet orchestre. Mais enfin, ce qui compte, c'est la relation en tant que chef avec l'orchestre, avec donc les musiciens, auprès desquels je me sens très proche depuis longtemps. Il y a une relation étroite. C'est une source de satisfaction, que dis-je, d'enthousiasme, que de pouvoir travailler avec ces musiciens qui sont tous motivés, ambitieux. Et j'ai cette certitude, cette intuition infaillible que cette relation va évoluer, va nous amener à créer quelque chose de précieux. Mais l'autre dimension, bien sûr, c'est, comme je le disais, c'est la Philharmonie elle-même, puisque la Philharmonie, c'est un espace, un lieu exceptionnel, pas simplement en Europe, je crois vraiment à l'échelle mondiale, c'est sans doute le campus des arts du spectacle le plus important de toute l'Europe. Et en fait, quand on y pense, il n'y a rien qui le surpasse aux États-Unis. Alors, il est peut-être qu'en Chine, il y a quelque chose qui puisse rivaliser avec la Philharmonie de Paris, mais enfin, en dehors de cela, c'est un lieu véritablement unique en son genre, par sa richesse depuis sa création. La Philharmonie a connu une véritable renaissance civique. Je m'explique. Le public qui participe, qui se rend aux concerts, aux événements à la Philharmonie, est probablement le plus jeune d'Europe. Et ce qu'on a pu le voir, il y a une évolution sociologique même dans le voisinage de la Philharmonie. Ça, je l'ai vu également à Los Angeles, quand vous êtes dans le centre-ville de Los Angeles, lorsque j'ai participé
à la salle de concert de Walt Disney Concert Hall, qui était d'ailleurs un projet mené par Frank Gehry, un complexe artistique peut véritablement servir de dynamo pour relancer, si vous voulez, la vie citoyenne. Alors, à l'époque, c'était un quartier que les gens fuyaient autant que possible. Et depuis la création de ce centre culturel et artistique, c'est devenu au contraire un véritable aimant qui attire les familles, les gens qui viennent s'y installer autour parce qu'il y a toute une vie qui s'est créée. Alors la Philharmonie, il y a un peu un parcours analogue. La Philharmonie sert une fonction qui va au-delà des formes d'art qui y sont représentées. En effet, la Philharmonie joue une fonction sociale. C'est un élément rassembleur. Cet élément est très, très appréciable. Bon, le lieu, par sa situation, est une véritable source d'inspiration. Enfin, c'est vraiment cette dimension sociale. Et c'est ce que je veux faire. J'essaie de construire quelque chose créer une nouvelle expérience, mais surtout également transmettre un patrimoine musical. Alors, c'est quand même agréable de vous entendre parler de Paris en ces termes, mais parlons également des autres villes avec lesquelles vous êtes associés, et pas plus tard qu'hier, Pekka a travaillé avec Pierre Bies qui était le directeur de l'ensemble intercontemporain, revenait d'Helsinki pour dire, mais c'est une ville de rêve ici, puisque on peut faire des concerts avec n'importe quel répertoire. Et entre Helsinki et Paris, finalement, il y a quelque chose d'analogue. Mais lorsque vous avez commencé, lorsque vous étiez compositeur, il y avait une anarchie entre vous, Sarajevo et Magnus Lindberg. Vous aviez des dizaines de gens qui venaient écouter vos concerts, mais vous étiez un pionnier au tout début, à l'époque de Boulez, quelque chose qui était vraiment moderne, quelque chose de nouveau. C'était un petit peu le sentiment qu'éprouvaient toutes les premières générations. On estimait que les générations précédentes stagnaient, il y avait une espèce d'ordre établi, et nous, il fallait un peu le bousculer, cet ordre, en tout cas faire bouger, évoluer, grandir les choses. Alors, il y avait Iris Open, et donc Sarajevo et Magnus Lindberg, enfin, il y avait d'autres jeunes compositeurs, cette nouvelle génération qui estimait que la musique sérielle est un véritable agence sociale. Bon, c'est ce que je pensais à l'époque, j'ai peut-être changé d'avis depuis, mais à l'époque, je pensais que c'était une espèce de moteur quasiment révolutionnaire qui allait faire bouger les choses. Bon, alors, le modernisme européen, l'idée était de le faire sortir de la capitale pour aller se répandre un petit peu partout, entrer chez les gens. Bon, c'est une forme de démocratisation, mais enfin, comme Christian l'a souligné, vous aviez un public où il y avait tout juste le technicien de surface, son chien et ma femme. Enfin, on n'avait pas pu attirer vraiment les foules. Alors, je ne veux pas compromettre disons, médire sur la qualité de la musique. Mais enfin bon, disons que le public n'était pas au rendez-vous. Alors, on était là avec nos petites idées de la nouvelle musique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ces nouvelles idées? On essaie de remettre en cause l'institution, l'establishment, enfin, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes finalement adopté par l'establishment, et c'est finalement le parcours de tout le monde. Vous avez ces jeunes hommes en colère qui deviennent
des vieux bonshommes en colère. Cette évolution, finalement, elle est assez naturelle. Mais enfin, en me retournant sur mon parcours, bien sûr, je veux quand même créer quelque chose de nouveau. J'essaie, effectivement, je suis là un peu en mesure de faire connaître cette musique qui peut proposer quelque chose de nouveau à la culture. Tout ça, c'est bien, mais j'ai cette autre casquette qui est celui qui détient le patrimoine, un peu comme un jardinier qui doit, devant des vieux arbres centenaires, essayer de gérer les nouveaux arbustes qui apparaissent. Et il faut s'assurer qu'au bout du compte, le jardin fleurisse littéralement. Et donc, il faut élaguer certains arbres, il faut en tailler d'autres. Mais c'est quelque chose qui évolue. Et tout cela, et c'est un petit peu une image d'un organisme, ce n'est pas une machine qui est composée de la somme de ses parties, c'est véritablement cette scène musicale, un organisme vivant. Et à l'image de ce jardin, et pour moi, c'est un honneur de faire partie de ce tissu organique qu'on appelle l'histoire musicale. Alors, ça paraît curieux d'être ici au Collège de France pour parler d'éducation musicale, mais c'est ce que vous disiez hier avec Pierre, lorsque vous dites que les concerts à Helsinki avec la symphonie ou l'orchestre symphonique radiophonique plutôt de Finlande, vous avez à Helsinki quelque chose qui ressemble à ce que vous avez essayé de faire vous-même? Disons que c'est pas que la musique, les arts en général se trouvent quand même sous pression, les arts du spectacle en particulier, mais également l'éducation artistique. Et là, personne n'est épargné. Alors, aucun pays d'Europe, et a fortiori aux États-Unis, je crois que il y a partout des pressions qui s'exercent sur l'enseignement de l'art dans les écoles pour des raisons politiques ou autres, et c'est évidemment très préoccupant. Mais l'histoire de la Finlande, vous parlez de cet orchestre radiophonique d'Helsinki, vous avez là une jeune nation qui essaie d'optimiser, disons, la mise en valeur de ses talents artistiques et musicaux. Dans les années 70, il y a un petit réseau de collèges musicaux qui s'est créé donc en Finlande. C'est des orchestres un peu partout. Et dès qu'un enfant donc était scolarisé en Finlande, automatiquement il avait accès à une éducation musicale. Et de ce fait, ces enfants, tous les enfants scolarisés en Finlande, avaient accès non seulement à cette éducation, mais également des instruments de musique, tout cela gratuitement. Et donc c'était pas le rôle des parents de vouloir pousser leurs enfants. Et puis là-dedans, les gamins les plus talentueux, eh bien, on leur donnait accès à une éducation musicale, un enseignement supérieur. Il y avait l'Académie Sibelius qui accueillait les jeunes espoirs qui devenaient ensuite des musiciens professionnels. Et ce système se porte bien jusqu'à ce jour. Donc, c'est l'exception finlandaise. Pour autant, des forces que je qualifierais de politiques s'exercent à l'encontre de cela. Il y a tout un système politique qui n'aime pas trop l'idée de l'éducation en général, l'éducation artistique en particulier. Tout ce qui est intellectuel est considéré comme une menace dans certains milieux. Pas besoin d'être plus précis que cela. Nous savons tous de qui ou de quoi je parle. C'est un phénomène que nous connaissons bien. Alors, nous vivons dans un monde assez paradoxal, puisque la nouvelle génération de musiciens est probablement
la meilleure qui ait jamais existé de toutes les générations. Quand je regarde les jeunes musiciens, les jeunes interprètes, les jeunes compositeurs, les jeunes chefs d'orchestre, ils ont un niveau inégalé. Enfin, vous avez des gens qui ont un talent, des compétences, un niveau sans égal dans l'histoire de la musique. Et en même temps, on lit dans la presse des articles qui parlent de la mort de la musique classique. Enfin, et il y a un décalage qu'on a du mal à concilier. Comment comprendre ça? D'un côté, vous avez les meilleurs musiciens de tous les temps, et d'un autre côté, cette disparition de la musique. Alors, le thème de notre conversation, c'est l'avenir de l'orchestre symphonique en tant qu'institution, et l'avenir du concert en tant que forme musicale. On ne peut pas distinguer l'institution qui accueille les arts des arts eux-mêmes. Et la musique en tant que telle se porte bien. Vous avez certaines institutions à travers le monde qui connaissent des difficultés, d'autres s'en sortent mieux que d'autres. La Philharmonie ici à Paris se porte bien, mais la musique en tant que forme artistique se porte fort bien, c'est le cas de le dire. Enfin, c'est quelque chose. La musique, c'est quelque chose en soi de fort, de puissant, mais on ne peut pas parler de l'avenir de l'orchestre symphonique sans parler de l'avenir de la musique, parce que finalement, le rôle de l'orchestre, c'est de jouer de la musique composée par des compositeurs morts ou vivants, et l'avenir, le destin de la musique en tant que forme d'art va déterminer finalement, disons, la forme de notre propre avenir en tant que dirigeant d'établissements musicaux. Quand on devait présenter un extrait de Elsa Pekka qui dirigeait un orchestre. Ça remontait il y a quelques mois. C'est Bruckner.
That was the orchestra. Donc c'était l'orchestre de Paris dirigé par Eka I promise we're going to get to the Pekka subject. Salonen. Mais parlons d'autre chose. Parlons de Los Angeles. Vous avez finalement un privilège puisque vous avez été associé à la construction d'une salle de concert. Alors évidemment, s'il y avait un orchestre, il a besoin d'une salle de concert. Et évidemment, il y a peu d'endroits aussi bien adaptés que la Philharmonie. Mais vous étiez associé à la construction de cette salle avec votre ami proche, Frank Gehry. Et comment même avez-vous donc abordé tout le projet de salle de concert en y associant la communauté ainsi que l'orchestre lui-même de l'orchestre de Los Angeles? C'est une longue histoire. Ce projet a duré 15 ans. Depuis les premiers dons, c'était Lillian Disney, la veuve de Walt Disney, qui a fait son premier don jusqu'à l'ouverture, l'inauguration de cette salle. Il s'est passé 15 ans. J'étais associé donc à cette aventure depuis le début. And it was a very challenging thing. There were Alors, ups and downs. c'était un parcours semé d'embûches. Il y a eu des hauts et des bas. Los Angeles, la ville de Los Angeles a connu des difficultés. Il y a eu les émeutes qui ont marqué l'histoire de la ville. Enfin, il y a eu des dégâts terribles, sans parler du séisme, du tremblement de terre. Enfin, bon, il y a eu la ville a connu des moments difficiles et on s'est dit que ça n'allait jamais se faire. L'idée de construire une salle de concert au cœur du centre-ville de Los Angeles, ça paraissait véritablement un projet disons, malvenus, il y avait d'autres priorités. Mais finalement, ça s'est fait. Nous avons surmonté les obstacles les uns après les autres. Alors, dès le départ, je me suis entretenu avec Frank Gehry, sur ce que le message que devait porter cette salle de concert. Alors, bon, voilà, c'est sémiotique d'une salle de concert, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais enfin, disons qu'on s'était dit, quand même, qu'il fallait que cette salle de concert porte un message clair, d'ouverture d'abord. Vous savez que, et surtout aux États-Unis, les salles construites dans les années 60, 70, et même au début des années 80, elles étaient surélevées. Donc, il fallait monter pour atteindre une salle de concert. Autrement dit, il fallait donc en quelque sorte gagner l'honneur d'entrer dans une salle de concert. Enfin, c'était un peu à l'image des églises médiévales. Il y avait un tribut à payer. Il y avait cette notion dans une église, vous avez la gloire de Dieu qui était là, littéralement montée en spectacle. Alors, c'était pas simplement la gloire de Dieu, la gloire du roi ou du prince ou que sais-je. Enfin, vous aviez donc le souverain qui étalait sa puissance ou que sais-je. Bon. Et donc là, c'était cette notion d'un endroit un peu élitiste qu'on voulait remplacer par autre chose. Une salle qui serait de plein pied au niveau de la rue. Et là, très symboliquement, cet endroit ouvert devait être inclusif, devait donner une idée d'ouverture, de quelque chose qui pourrait attirer, qui pourrait enthousiasmer et qui donnerait envie de participer. Et là, justement, Frank Gehry a veillé à ce que la fonction
fondamental de cette salle d'orchestre serait d'être un espace évidemment pour l'exécution de pièces musicales. Enfin, l'acoustique devait être parfaite. Enfin, ça devait être quand même servir sa fonction première. Et donc, alors évidemment, quelquefois l'ego des architectes contrarie un petit peu la dimension acoustique d'une salle de musique, mais bon, là, ça s'est bien fait parce que tout a été étudié de manière très précise. Évidemment, les fauteuils dans la salle, les places, les gradins, là où les musiciens pouvaient s'installer de telle sorte que les spectateurs soient suffisamment proches, mais pas trop non plus, pour que surtout optimiser l'écoute. Et c'était, je crois qu'en 2003, que le tournant a été pris, et c'est là que la vie musicale a pris un tournant dans le sud de la Californie. Et aujourd'hui, le Walt Disney Concert Hall a remplacé en quelque sorte les lettres Hollywood sur la colline de Los Angeles. C'est maintenant le nouveau symbole de Los Angeles plutôt que les Hollywood. Je ne peux personnellement que m'en féliciter. Toujours est-il que donc une salle de concert, une salle des arts du spectacle, a une fonction sociale, un lieu d'émancipation sociale. Alors, on peut parler de gentrification. Il faut bien voir que ce terme a des connotations un petit peu négatives, mais l'idée est que on peut créer un environnement urbain dans lequel les familles peuvent trouver un espace d'existence. Donc, vous avez cette salle de concert et nous y mettons en quelque sorte un orchestre, mais là, nous parlons de l'orchestre symphonique de demain, son rôle à l'avenir, mais on pourrait s'interroger également sur le rôle des musiciens, chaque musicien à titre individuel au sein d'un orchestre. Et il faut savoir qu'en tant que musicien, lorsque vous êtes spectateur et voyez cette centaine de pingouins qui sont sur scène, c'est une espèce d'ensemble, mais chaque musicien a sa propre vie, son propre parcours, sa propre approche, et notre rôle, c'est quand même de rendre hommage à chacun de ces artistes. Après tout, nous avons, d'ailleurs ce soir, il y a une poignée de musiciens que nous pouvons voir ensemble jouer ce soir, mais quel est le rôle de l'artiste à titre individuel au sein d'un orchestre? Voilà, tout est là, tout est là. Quand vous avez un bon orchestre symphonique, vous avez quoi? Plus d'une centaine de grands musiciens, de grands artistes. Et le miracle quotidien, c'est que cette centaine ou plus de musiciens se retrouvent pour ne faire qu'un. Pour créer ce corps musical. Et croyez-moi, ça fait des années que je fais ça, et je ne comprends toujours pas comment cette magie s'opère. Vous avez des gens venant d'horizons différents, qui viennent, qui ont des opinions, des goûts différents, qui s'assemblent, et ensemble, avec ces musiciens, nous créons un corps qui, là encore, est plus que la simple somme de ses parties. C'est l'analogie avec cet organisme vivant dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a l'impression que cet organisme a sa propre volonté, sa propre vie. Et alors, c'est difficile à expliquer, mais l'analogie qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un banc de poissons. Et ça, on a pu le voir dans des films documentaires. Vous voyez un banc de maquereaux qui forme une espèce de formation parfaite dans l'océan. Et puis, un poisson prédateur apparaît et il crée une boule, une sphère parfaite, tous ces petits poissons. Et alors, ce serait vous le prédateur? Excusez-moi si je file la métaphore. Alors, non, je ne voudrais pas me considérer comme prédateur, non. Mais quand même, l'orchestre a cette capacité extraordinaire. C'est comme une espèce d'intelligence de ruche,
comme ces animaux sociaux. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment ça se produit, je pousse l'analogie, mais là, vous avez cette centaine de personnes toutes différentes qui forment un tout. D'accord. Alors, évidemment, ils sont liés les uns aux autres parce que ils s'écoutent les uns les autres. Bon, évidemment, il y a cette dimension évidente d'échange musical, mais ça va au-delà des simples sens. C'est-à-dire que vous avez un musicien qui joue de l'instrument à cordes, qui voit d'autres collègues, un autre collègue qui joue d'un autre instrument. Bon, alors, bien sûr, il y a le chef d'orchestre qui coordonne un peu tout cela, mais enfin, il y a une chose que la science n'explique pas encore. Et, pour moi, je ne sais pas, ça s'apparenterait peut-être à de la télépathie. Vous avez intuitivement, on se ressent les uns les autres. Enfin, ça dépasse les sens même. C'est une autre forme de communication, ce feeling. Et j'en ai fait l'expérience avec l'Orchestre de Paris à de nombreuses reprises. Et dès les premiers jours de cet orchestre, ça c'était une grande satisfaction de la vie d'un chef d'orchestre. On s'imagine quelque chose qui se produit. On ne sait pas trop comment, mais vous avez ces musiciens qui trouvent ces atomes crochus qui arrivent par cette affinité inexplicable. Toujours est-il que vous avez donc des musiciens, chacun à titre individuel certes, mais l'orchestre, encore une fois, dans un orchestre, l'individu se dépasse. Il n'est pas que l'un d'une centaine d'individus, et c'est là encore ce miracle qui fait que nous existons encore. Parce que l'orchestre symphonique, c'est une invention très ancienne, depuis l'époque de Beethoven, depuis que Beethoven a ajouté des trombones à l'orchestre symphonique. Donc, depuis cette date-là, finalement, les choses sont un petit peu restées figées. Alors, vous avez plus de percussions, vous aurez de temps en temps une dimension électronique, mais enfin, en gros, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque de Beethoven. Alors, qu'est-ce que cela nous dit par rapport à l'orchestre? Cela nous dit, enfin, on n'a pas affaire à une forme calcifiée, momifiée de l'orchestre, comme quelque chose qui allait tôt ou tard disparaître dans la nuit des temps. Non. Mais ce que l'on constate, c'est que vous avez cet orchestre qui joue d'une vitalité exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous sommes encore ici, et que les gens viennent nous écouter. Et bien sûr, vous avez des milliers de jeunes musiciens talentueux viennent passer un concours pour intégrer un orchestre. Donc, évidemment, ça n'est pas quelque chose qu'on maintient artificiellement en vie, comme une espèce de souvenir, un vestige du passé qu'on entretiendrait artificiellement. Alors, je sais que je vous pose beaucoup de questions, mais il y a une chose qui me fascine. La semaine dernière, l'Orchestre de Paris a donné un concert à Vienne avec Klaus Mackele. Pardon, c'était à Amsterdam. Et la veille, Pekka avait dirigé l'orchestre symphonique avec la mère de Debussy. Et hier, Salonen a dirigé la même pièce, la mère de Debussy, mais cette fois avec l'Orchestre de Paris, et non pas celui d'Amsterdam. Et on s'était interrogé avec Olivier, est-ce qu'on peut jouer la même pièce? Alors, l'Orchestre symphonique suédois est un orchestre extraordinaire, et Pekka aussi. L'Orchestre de Paris aussi. Vous avez donc c'est la même pièce, avec le même chef d'orchestre, mais avec deux orchestres, et l'expérience était entièrement différente. Et c'est là qu'on peut peut-être voir l'identité de l'orchestre symphonique. C'est-à-dire que vous avez une pièce musicale qui est interprétée par un groupe d'artistes qui change d'une interprétation à l'autre. Well, that's the magic. C'est là où réside la magie. Chaque orchestre a sa voix. Chaque orchestre a son identité. Et effectivement, cette profession, chef d'orchestre, est une profession très intéressante. Comme vous l'avez dit, la même œuvre peut résonner comme une œuvre différente. En fait, il y a quelques
petites modifications, mais le concept reste le même. Bon. Ce qu'il faut, c'est prendre ce que l'orchestre vous offre et peut-être le modifier ici et là un petit peu. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. J'écoute l'orchestre qui a son idée de l'œuvre. Et à partir de là, ça va dans les deux sens. C'est un dialogue entre eux et moi, et dans les deux sens. L'orchestre m'influence, et moi aussi, j'y mets ma touche. Et à chaque fois, l'œuvre est interprétée différemment. Ce qui veut dire qu'elle ne vieillit jamais, elle n'est jamais ennuyeuse. Bien sûr, il y a des moments où je maudis ma vie. Je me réveille, je ne sais pas, je suis en tournée quelque part et je n'ai pas bien dormi, il est trop tôt le matin, je dois faire ma valise et puis reprendre la route. Mais je me dis, parfois, j'aurais dû étudier le droit à l'université. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce n'est jamais un moment ennuyeux. Je ne me suis jamais ennuyé au travail depuis le début, grâce à cela, ce contact avec les gens. Et c'est époustouflant. Bon. Nous n'avons pas beaucoup de temps, une dizaine de minutes. Alors, nous allons maintenant peut-être voir une autre petite vidéo. C'est un projet qui a été créé entre le LA, Phil et l'Orchestre de Paris. Et comme il a été dit, les chefs d'orchestre sont des parasites dans un système musical qui attire toute la lumière. Nous allons voir cet extrait. Les Noces de Stravinsky. Vous voyez l'orchestre de Paris et le chœur de l'orchestre de Paris. Et Larry Laban. Et nous avons chef d'orchestre, bien sûr, Esa Pekka. Bon, il y a une petite controverse là. Il y a des personnes qui n'ont pas vraiment aimé cela. Mais moi, j'ai bien aimé cette touche d'humour, vous savez. En fait, il n'y a pas de règle.
quand on essaie de travailler ici avec Olivier à Paris, je ne crois pas qu'il y ait des contraintes ou des limites. J'espère que vous êtes d'accord, parce que sinon, il n'y a plus rien à dire, alors qu'il nous reste encore au moins 5 minutes. Well, I'm curious. I mean, if I have to kind Je of suis quelqu'un, pour me décrire, describe myself qui suis in one curieux. word, Je suis it's curieux des I'm choses. curious. Je suis And intéressé I'm par tout. curious about Cette forme this artistique art form et and son the avenir future of this m'intéresse. art form, and Et I'm completely je suis absolument fascinated fasciné by par ce que l'on peut en faire. what can be done. And Parfois, sometimes, you know, vous not savez, tout ne everything s'assemble works pas out perfectly, très bien. and Parfois sometimes aussi, we il discover arrive things que nous nous surprenions surprise nous-mêmes even quand on ourselves voit in comment les terms of how well they choses work. s'imbriquent et fonctionnent. Um, Mais But I don't je ne want souhaite to pas être be là, a observateur, passive passif, observer of, et you know, the cultural regarder les and changements societal sociétaux, change. culturels. I don't Je want ne souhaite to pas be être là à regarder train passer les trains. watcher. Je veux I être want to be dans on le that train. train. And, Bon, je sais que nous n'avons que très I peu know de we are temps, mais running out of time, but, you know, vous the savez biggest que agent of l'agent principal du change at the changement, moment, aujourd'hui, at si vous least lisez les if you read journaux, the papers si or vous suivez les follow the nouvelles, media, c'est is, of course, l'intelligence artificial artificielle, intelligence. bien sûr. Et tout And un chacun everybody is essaie trying to figure de out, comprendre ce qui am va I arriver. needed Est-ce in qu'on aura 5 encore years besoin from de moi now? dans 5 ans? If Si on a if encore besoin de I'm moi still dans 5 needed, ans, in what way will I comment relate to the vais-je pouvoir me saisir de l'IA qui sera un peu partout? And so on. And Et ainsi de suite. Donc vous voyez, so that's one c'est là où area where I moi, really want to kind of take je a look veux at essayer what de voir ce que nous pouvons can faire, do. comment nous pouvons And again, agir. um, Et I would much rather comme be je l'ai dit, je préfère être au driving volant the car plutôt than qu'à l'arrière sitting de la in voiture, somewhere. ou Just d'être seeing en it dehors de la from voiture et la voir passer. And the other Et il y a area, of aussi course, is autre chose, un autre domaine, la dimension électronique, les systèmes électroniques de façon générale, le numérique, the tout ce que l'on peut digital faire aujourd'hui avec le possibilities we have numérique. now, which Vous savez que are c'est really absolument amazing. incroyable. But what my kind of Bon, je n'ai music pas has not beaucoup used them utilisé ces extensively- techniques dans ma musique ou pas du tout. or at Là, je all. parle de I'm talking réalité about virtuelle, virtual je reality, I'm parle talking about, de réalité augmented augmentée, reality, comme on l'appelle, uh, et and toute autre other forme ways qui nous to permet de add rajouter des éléments elements to a classical sur music experience. cette expérience de musique classique qui vient se greffer. Having Bien, said all that, ceci étant dit, I je still crois believe in the toujours good à la old-fashioned forme concert. concertante Why? à l'ancienne. Pourquoi? I think that we are all Nous suffering sommes, from comme vous le the savez, overload tous bombardés of d'informations. information. C'est And une most of us surcharge. are Et la connected plupart d'entre nous utilisons through des écrans touchscreens tactiles pour avoir all accès à toute l'information qui information existe to pour l'être humain mankind sur Terre. Et ceci at à tout moment. all Et times. And ceci that's constitue une source de stress. And also we have lost Et nous avons some également rituals perdu certains des rituels de in la life vie that qui, have been so jadis, important étaient to tellement importants humans pour les êtres since the humains, beginning et of ceci depuis stages of l'apparition our de species. notre espèce. And I Je I crois believe que that ce what- que nous what avons we can à offer, offrir in a pour dans un simple concert symphonique, concert c'est quelque chose curated qui ressemble à une expérience experience. Somebody has dont nous avons pris soin. Quelqu'un s'occupe de la dramaturgie out of all sur la music base de that toute la is musique qui there. existe. Et ceci a été créé pour vous. And you, Vous, le i.e. public, the audience members, are vous avez le allowed droit to come de in nous and rejoindre not to be in touch with et the de ne digital pas obligatoirement information suivre stream for pendant 1h30, an hour 2 and a half, heures 2 hours, des flux d'informations de type you can numérique. just Vous pouvez, pendant un moment, disconnect couper ces and liens numériques et enjoy profiter de the ce ritual rituel, that c'est-à-dire un is concert a symphony symphonique. and Et vous pouvez vous sentir and feel en pleine free liberté, libre be d'être emporté. taken away. And I think
le monde se fracture de plus en plus et la culture aussi se fracture, se fissure de plus en plus par l'Internet. Et la nature même, qui est la nature fracturée de l'Internet, eh bien, c'est un peu comme une expérience tribale, si vous voulez, qui marche très bien, qui est très puissante. Et je l'ai bien senti, notamment après la pandémie de la Covid. Bien sûr, nous avions toujours accès à la musique pendant la Covid sur Internet. Il y a aussi des enregistrements et que sais-je, mais en tout cas, c'était une expérience plutôt triste, où vous avez un chef d'orchestre qui arrive là, mais il n'y a personne dans la salle. Très triste, disais-je. Et ensuite, je suis allé à mon premier concert, moi, avec le public, lorsque les salles ont ouvert à nouveau. Et je me suis rendu compte que c'était là ma tribu, ces personnes-là. Ils ne me ressemblent pas obligatoirement. Il y a des personnes qui viennent de tous les endroits du monde, de toutes les cultures, de toutes les religions. Peu importe, c'est là ma tribu. Parce que je sais qu'à ce moment-là, nous voulons tous être là parce que nous aimons tous la même chose. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais ce sentiment d'appartenance à cette tribu. Et je n'y avais jamais vraiment pensé avant. Et justement, puisque nous parlons de concert, vous savez, j'ai pris un petit verre de vin, je me suis assis. Et ce que j'ai ressenti, c'était principalement une profonde reconnaissance. Quand j'ai entendu l'orchestre qui se préparait, vous savez, les musiciens essayaient leur instrument, personne n'était allé écouter un concert pendant quelques mois, et tout d'un coup, là, les musiciens se préparaient, et les gens commençaient à applaudir dans la salle. Le moment le plus heureux que je n'ai jamais vu, et c'est la pandémie qui m'a fait comprendre, en fait, la puissance de ce rituel que nous représentons et que nous vous présentons. En fait, c'est beaucoup plus profond qu'une expérience culturelle. C'est quasiment de la biologie. Notre fonction dans la société est importante. Alors, si nous avons le temps, si j'avais eu le temps, parce que le temps est écoulé, je vous aurais dit comment pouvons-nous apprendre de vous pour être aussi curieux que vous. Bon, ça fait 8 ans que je vous connais, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi curieux que lui. Il l'a dit lui-même. Alors, peut-être que maintenant, je vais vous demander à vous de nous faire confiance à nous et lui faire confiance parce qu'il est très curieux. Et je crois que nous en verrons tous les fruits ici à Paris avec l'Orchestre de Paris et la Philharmonie de Paris. Mais en attendant, SAPECA, merci vraiment énormément pour cette heure que nous avons passée ensemble. Géant, super-héros, vous êtes aussi chef d'orchestre et vous êtes aussi un fauteur de troubles, entre autres.